je suis orthoprothésiste et on va considérer que dans ce contexte, les douleurs neuropathiques, je ne vais pas en parler et je vais plutôt me focaliser sur les douleurs nociceptives en considérant que pour moi, ce sont celles qui dépendent de l'appareillage. Donc, en introduction, je vais quand même partir sur le fait que les moignons dont je vais parler sont considérés comme non douloureux avant l'appareillage, c'est-à-dire que on élimine déjà tous les problèmes de douleur qui sont un peu particuliers, et tous les patients qui vont être vus sont appareillés avec des manchons adhérents, ce que j'appelle donc total surface bearing, que ce soit en tibial ou en fémoral. L'origine de la douleur en général va être des appuis excessifs sur les reliefs osseux ou sur des zones fragiles, mal cicatrisées, ça sera quand même des appuis. Et on a aussi le serrage qui a beaucoup d'incidence sur les douleurs. Voilà. J'insiste sur le fait que dans tous les cas, le décalage entre la ligne de charge du patient et la réaction au sol de la prothèse crée un moment de force qui crée deux forces horizontales. Et ces forces horizontales entraînent des pressions importantes sur le moignon. Et ça, on est vraiment obligé de l'intégrer dans notre réflexion parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc ça sera toujours une force qui sera sur la partie haute interne et partie basse externe de l'emboîture. Voilà. Donc l'objectif, c'est de résoudre les problèmes de douleur du moignon. Et pour ça, on a essayé de développer une méthode d'appareillage qui soit bien structurée et ajouter à ça une écoute du patient vraiment objective. Ça, il faut faire aussi attention à ça. L'écoute du patient, elle est primordiale, tout en sachant que parfois, il ne faut pas trop l'écouter non plus. Voilà. Donc, il a quand même des conditions pour atteindre ses objectifs. Donc, l'orthoprothésiste, il doit connaître l'anamnèse du patient. Il doit toujours palper, visualiser ce qu'il y a sous la peau. Il faut vraiment qu'il imagine ce qu'il y a sous la peau du moignon pour bien comprendre comment ça va se passer. Il faut qu'il ait évidemment une bonne connaissance de l'anatomie, de la physique, de la biomécanique. Et puis, quelque chose de primordial, c'est la rigueur de l'enregistrement des données. C'est-à-dire qu'en fait, plus les emboîtures évoluent, plus la gestion du volume a de l'importance. Voilà. Pour le patient, c'est sûr que le degré d'acceptation est important, sa compétence à aider l'orthoprothésiste. Certains patients vont vraiment nous aider, d'autres vont nous rendre les choses confuses parce qu'ils vont avoir une sensation qu'ils ne vont pas être capables de nous transmettre. Il faut aussi que ce patient il ait envie que ça fonctionne. Et puis, dans le cas de certains, il faut que l'entourage, si l'entourage participe, c'est quand même bien. Voilà. Donc, en fait, pour mettre en place cette méthode, il faut bien cerner la fonction d'une emboîture. Une emboîture, ça sert à transmettre le poids du patient au sol et ça doit permettre le contrôle de la prothèse. Notre problématique, en général, c'est que le squelette il est entouré de masse molle, donc ça veut dire qu'il peut bouger dans l'emboîture, soit lors de la mise en charge, soit lors des mouvements. Donc il faut bien prendre ça en compte et il ne faut pas oublier que les patients sont plus souvent assis que debout. Et souvent, on a tendance à se focaliser sur la marche, alors que notre patient, il passe 10 minutes par jour à la marche, et le problème vient de la position assise. Donc, je vais survoler donc, la prothèse tibiale et après la prothèse fémorale pour faire ressortir en fait, les problèmes les plus fréquents qu'on peut rencontrer et comment il faut s'y prendre pour essayer d'éviter des douleurs dues à ces problèmes. Donc, pour la prothèse tibiale, on a donc beaucoup de relief osseux, donc on a un bon guidage, et parallèlement à ça, on a beaucoup de risques de conflit puisqu'on a beaucoup d'os en contact avec l'emboîture. Les principales zones de conflit, ça va être tout ce qui dépasse, donc on pourrait les énumérer, mais bon, ce sera toujours la même chose, c'est tout ce qui est relief osseux qui dépasse, sachant qu'il faut bien savoir que le côté externe, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la fibula, est plus sensible parce que c'est plus innervé. On a trois principales sources de conflit, celles que j'ai retenues. Donc ça va être le volume qui est mal adapté. Dans ce cas-là, si la prothèse est trop serrée, donc on va avoir pression sur les reliefs osseux, puisqu'il y en a beaucoup, et on peut avoir aussi des problèmes circulatoires. On peut aussi avoir une prothèse qui ne descend pas au fond de l'emboîture avec un système ischémique et une poche d'air en extrémité qui fait suçon. Pour les prothèses trop larges, le patient va descendre dedans, donc on peut avoir conflit en extrémité, et puis on peut aussi avoir un manque de contrôle avec bascule du bassin, bascule du moignon dans l'emboîture, en pensant à ce qu'on a dit au départ, c'est que ce décalage entre la ligne de charge et la réaction au sol entraîne toujours l'emboîture dans le même sens. Après, on a des découpes mal équilibrées.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même facilement, parce que si on écoute le patient, on coupe, et au bout d'un moment, à force de couper, on ne peut plus faire quelque chose d'équilibré. Donc ça concerne surtout la face postérieure. Vous voyez, si on descend vraiment la découpe postérieure, l'emboîture va basculer en avant, et le conflit, on va l'avoir en extrémité de tibia, au niveau de la découpe, et on ne va pas résoudre le problème. Plus on coupera, plus ça s'accentuera. L'autre cas qu'on peut rencontrer, c'est qu'on va laisser englober la rotule, par exemple. On va faire notre moulage avec un petit peu trop de flexion. Résultat, quand le patient va se mettre en extension, on aura une pression qui va s'exercer au-dessus sur la découpe supérieure de devant, et ça va entraîner, pareil, une bascule de l'emboîture. Le haut de l'emboîture va basculer vers l'avant. Le patient n'aura jamais mal au niveau sus-rotulien, parce que c'est une zone qui est quand même confortable. Par contre, la douleur, on va l'avoir en extrémité de tibia et en poplité. Dans ce cas-là, évidemment, si on s'amuse à retoucher l'extrémité du tibia ou la zone poplitée, on va aggraver le contexte, et puis on va se retrouver dans une situation qu'on n'arrivera pas à résoudre. Voilà. Enfin, la troisième principale source de conflit, ça va être la forme mal adaptée à celle du moignon. C'est-à-dire que notre emboîture, elle doit vraiment reproduire la forme du moignon. Plus ça va, donc avec ces manchons, plus on doit être fidèle, c'est-à-dire qu'on oublie un petit peu ces appuis sous-rotuliens excessifs, etc., parce qu'en fait, ils créent des bras de levier, et il faut les éviter. Donc, l'inconvénient du manchon, c'est qu'il arrondit le moignon, c'est-à-dire que l'extrémité du moignon va toujours être ronde avec un manchon. Or, s'il y a une arête tibiale qui est un peu saillante, on va beaucoup moins la voir. Donc, ça peut être une source de conflit, il faut y faire attention. Si, par exemple, on crée justement un appui sous-rotulien, cet appui sous-rotulien, dès que le patient va se mettre en extension, il va tendre son tendon sous-rotulien, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser l'emboîture vers l'avant. Ça va entraîner une hyperpression en poplité et une hyperpression en extrémité de tibia. Si on veut résoudre l'hyperpression en extrémité de tibia, il faut enlever l'appui sous-rotulien, il ne faut surtout pas gonfler l'extrémité du tibia. Donc, ce qu'il faut faire comme remarque quand même sur toutes ces emboîtures avec manchon, c'est que ce manchon, il protège la peau, il permet une forme plus physiologique, il nous donne, dans cette forme physiologique, un serrage uniforme qui est appréciable pour la distribution de la charge. Il participe aussi à la suspension de la prothèse, alors qu'avant on avait déjà accrochage osseux qui pouvait être traumatisant. Il facilite sa mise en place. Par contre, il complique beaucoup le moulage, parce qu'en fait, on a une épaisseur de plus, et quand on palpe et qu'on essaie d'orienter notre moulage, on a plus de difficultés. C'est aussi pour ça que dans le système, il y a une emboîture test qui est prévue, pour justement voir en charge ce qui va se passer et corriger les positionnements de l'os qui descend dans l'emboîture. Après, il faut aussi bien penser qu'il y a un déplacement des conflits, c'est-à-dire qu'avec un manchon, on n'a plus d'abrasion de la peau. Par contre, on a l'apparition d'hygroma, la lésion, elle va se faire entre la peau et l'os. Voilà. Au final, on pourrait dire qu'une emboîture qui va bien, c'est avec peu de serrage. Moins on en met, mieux c'est. Par contre, il faut qu'il y ait quand même une transmission de cette charge. Il faut une forme la plus physiologique possible, en anticipant la mise en charge du patient dans sa prothèse, et que les découpes soient le plus équilibrées possible, parce qu'en fait, il y a vraiment une incidence sur l'équilibre des découpes de la partie haute. Donc, et bien sûr, l'alignement, il doit assurer une bonne répartition des forces, il y a une grosse incidence là-dessus. Donc, on aura plus de chances de confort pour le patient dans ce cas-là. Si je passe sur l'emboîture fémorale, donc dans ce cas-là, c'est le contraire, on a peu de relief osseux et on a beaucoup de masse molle. Donc l'exploitation des masses molles, ça va nous permettre de transmettre une bonne partie de la charge. Par contre, le guidage, il va être dépendant de fortes pressions localisées sur les reliefs osseux. Donc on n'a pas beaucoup de place là. Là, donc le respect du volume est encore plus important que dans le cas de la tibiale. Je vous rappelle, comme tout à l'heure, le principe de l'emboîture tibiale, de l'emboîture fémorale, donc ischio-intégrée. Donc il faut bien penser que quand l'os descend de l'emboîture, il glisse sur une pente pour que tout se cale et qu'on ait vraiment une répartition des pressions qui soit sur toute la surface osseuse exploitable et sur les masses molles. Comme je vous le disais, donc dans ce cas-là, on a un calage osseux avec un déplacement entre la ligne de charge et l'impact de la prothèse au sol, et on va se retrouver avec des pressions importantes sur la zone interne en haut et sur la zone externe en bas. De profil, il faut vraiment veiller à ce que l'emboîture permette l'extension. Quand une emboîture est montée sans flexum, on distribue la pression sur toute la surface du moignon. Dès qu'elle est montée avec même 5 degrés de flexum, on va entraîner une incidence qui va faire que la majeure partie de la transmission de la charge se fera sur la face arrière du moignon et pas sur tout le moignon. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Donc, ce que je disais, le décalage, donc il entraîne des forces translation, des forces latérales. Donc là, on les voit bien, et nous, on va devoir se focaliser sur ces zones qui sont indispensables à la transmission de la charge et à l'utilisation de la prothèse, mais quand même qu'on doit essayer de rendre confortable. Les principales zones de conflit, donc dans la prothèse fémorale, c'est plus facile, hein, c'est surtout la zone interne proximale avec l'ischio, la branche ischiopubienne, les insertions des adducteurs. Accessoirement, on a le bord intérieur du collet en position assise, mais bon, faut y penser, la position assise est importante. Et puis, sur la face externe, on aura l'extrémité du fémur. On peut avoir l'extrémité du moignon si on a un problème de serrage excessif. Donc, les sources de conflit maintenant, donc, ça va être les mêmes. Hein. Volume non adapté d'abord. Si l'emboîture est trop petite, qu'est-ce qui se passe? On aura donc un manque de contrôle parce que l'ischio ne sera pas dans l'emboîture. On aura de la pression, enfin une pression sur la branche et sur le bord interne, et puis on aura une sudation excessive, parce qu'en fait, l'emboîture ne descendra pas complètement au fond du moignon. En fait, il y a deux cas. Il faut bien être conscient qu'une emboîture fémorale, quand elle a un manchon, si la prothèse devient trop petite, souvent le patient arrive à aller au fond de l'emboîture, mais par contre, il n'a plus du tout de contrôle en haut. Mais il descend au fond quand même, puisqu'en fait, avec le manchon, ça permet de descendre. Ce qui est tout de suite visible dans ces cas-là, c'est qu'on a toujours une adduction excessive. Si la prothèse est trop grande, on a à peu près les mêmes problèmes, puisqu'en fait, il descend dedans, mais on n'aura pas de contrôle osseux, donc on risque d'avoir une adduction excessive, comme tout à l'heure. Et puis, un autre facteur qui peut nous aider, c'est que la prothèse ne tient pas. En fait, quand le volume n'est pas adapté, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, on a presque les mêmes symptômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose à faire quand on a un patient qui a un problème, c'est de remesurer le moignon pour être sûr que déjà le volume correspond à ce qu'on attend. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et vous voyez, dans la fémorale, en fait, on a une fémorale qui ne va pas, on a presque tout le temps les mêmes symptômes et presque tout le temps les mêmes douleurs, quelle que soit l'origine de la douleur. Voilà. Autre source de conflit, donc la forme d'emboîture. Donc si l'extrémité du fémur n'est pas dégagée parce qu'au moulage, on n'a pas fait attention, automatiquement, on aura un problème. La solution qu'on a, c'est donc de tordre les masses molles vers l'extérieur pour pouvoir libérer l'extrémité du fémur, puisqu'on sait que de toute façon, cette extrémité du fémur, elle est sollicitée. Hein. Après, on peut avoir un ischion qui est non calé latéralement, ça c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, c'est-à-dire que l'ischion, normalement, devrait être dans l'emboîture, et finalement, à force de chercher à soulager le patient parce qu'il a une gêne en sortie de branche, on se retrouve avec une tablette ischiatique qui est plus horizontale qu'en pente, et dans ce cas-là, donc l'emboîture va basculer vers l'extérieur, toujours adduction excessive, et puis douleur en extrémité de moignon sur la face externe et en haut au niveau des insertions plutôt des adducteurs. Si l'emboîture est trop large, distance ischio-trochanter, on a exactement le même phénomène, donc ça ne sert à rien qu'on s'approfondisse là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est si on a une emboîture qui a été calée postérieurement et non latéralement. C'est-à-dire que la zone ischiatique, au lieu de la caler vraiment sur le côté interne, on va la voir calée sur l'arrière, ça va chasser le bassin en avant, et le patient va glisser en avant dans sa prothèse et ça va le mettre en flexum. Ça, c'est des choses qu'on rencontre quand même assez fréquemment. Voilà. Finalement, ce qu'on constate, c'est qu'on a des conflits qui se concentrent sur des zones vraiment restreintes, mais des zones qui sont importantes dans la prothèse, et pourtant, les conflits peuvent être vraiment d'origine très très diverses. En conclusion, je dirais que tibiale ou fémorale, donc ces emboîtures, de par leur fonction, elles peuvent facilement être douloureuses, hein, puisqu'en fait, il faut transmettre le poids du patient sur quelque chose qui n'est pas fait pour au départ. Notre métier, donc, ces douleurs en général sont d'origine mécanique. Notre métier, c'est de mieux les anticiper pour mieux les gérer. Et je dirais que la maîtrise de l'anatomie, de la pathologie, de la biomécanique, toutes ces choses-là, associées à des méthodes rigoureuses et une bonne écoute du patient, plus une emboîture test, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment difficile de réaliser une bonne emboîture sans emboîture test. Ça nous permet de garantir plus sûrement des emboîtures confortables, mais surtout d'avoir des actions efficaces en cas de douleur du moignon. Si on commence à faire des choses sans savoir pourquoi on les fait, je pense qu'il est très très difficile de résoudre le problème une fois que l'appareil est terminé. Voilà. Et donc, je pense qu'il ne faut jamais oublier que le patient doit avoir envie et croire en un résultat positif. Et notre professionnalisme, théoriquement, devrait les aider dans cette acceptation. Voilà, je vous remercie.